La tâche était d'une simplicité trompeuse et pourtant fondamentalement impossible pour une machine. Plier le linge. Elle exigeait le toucher intuitif de l'humain, cette sensibilité au tissu souple qu'aucun programmeur ne pouvait coder. Mais il a entrevu une autre voie. Au lieu de donner des instructions à la machine, il lui a donné la capacité d'apprendre. À l'instant où ses bras robotiques ont saisi une serviette et réalisé le pliage parfait pour la première fois, le monde a discrètement changé. Il ne s'est jamais agi de tâches ménagères, il s'agissait de créer un esprit artificiel capable d'apprendre par lui-même, ouvrant la voie à un avenir où l'intelligence n'est plus exclusivement humaine. N'oublie pas de mettre un like, de laisser un commentaire et de t'abonner. Soutiens le contenu qui t'intéresse, il y en aura plus. Pieter Abel est né en 1977 à Anvers, en Belgique, dans une famille qui nourrissait la curiosité et valorisait l'excellence académique. Ayant grandi dans la ville portuaire historique, un carrefour de la culture et du commerce européen, il a été immergé dans un environnement où la précision et la pensée profonde n'étaient pas seulement encouragées, mais attendues. Son éducation était typiquement belge, définie par une solide éthique de travail et une concentration discrète et persistante sur la maîtrise. Dès son plus jeune âge, sa famille a remarqué une étincelle particulière. Ce n'était pas seulement qu'il était doué en mathématiques et en sciences, c'était la façon dont il les abordait. Alors que d'autres enfants pouvaient se contenter de trouver la bonne réponse à un problème, Peter avait besoin de comprendre le système entier qui se cachait derrière. Il déconstruisait les défis à la recherche des principes sous-jacents, des règles élégantes qui gouvernaient le chaos. Il ne s'agissait pas de mémoriser des formules, mais de saisir la logique fondamentale du monde. Cette curiosité innée était parfaitement adaptée au système éducatif européen dont il faisait partie. Contrairement au système qui pourrait privilégier l'étendue des connaissances, le programme belge valorisait la rigueur et une base théorique profonde. C'était une culture de la profondeur intellectuelle exigeant que les étudiants non seulement connaissent le quoi, mais maîtrisent le pourquoi. Pour un esprit comme celui d'Abel, c'était un terrain fertile. Il s'épanouissait dans le défi, voyant les équations complexes non pas comme une corvée, mais comme un langage qui décrivait la réalité. Il a développé une intuition pour les systèmes, une capacité à voir les parties interconnectées d'une machine complexe, qu'il s'agisse d'une preuve mathématique ou d'un dispositif physique. Cette formation précoce à la rigueur analytique allait devenir le socle de toute sa carrière, lui inculquant la conviction que les problèmes les plus difficiles pouvaient être résolus non pas par des raccourcis, mais par une quête acharnée des principes premiers. Le monde qui l'entourait était à l'aube d'une révolution numérique, mais dans les salles de classe d'Anvers, Abel maîtrisait les outils intemporels de la logique et de la raison qui lui permettraient un jour de commander cette révolution. En 1995, face au choix d'une voie pour ses études supérieures, la décision semblait claire. Il s'est inscrit à la Katholieke Universiteit Leuven, ou KU Leuven, l'une des universités les plus prestigieuses et les plus anciennes d'Europe, pour étudier le génie électrique. Ce choix n'était pas arbitraire. Pour Abel, l'ingénierie était la fusion ultime de la science théorique et de l'application pratique. C'était le lieu où la beauté mathématique abstraite rencontrait le monde désordonné et tangible. C'était une promesse non seulement de comprendre le monde, mais de construire des choses qui pourraient fonctionner en son sein, de le façonner selon une conception logique. À la KU Leuven, il n'était pas seulement un bon étudiant, il était exceptionnel. Il a consommé le programme avec un appétit intellectuel insatiable, se classant constamment en tête de sa promotion. Mais c'est dans les sous-domaines spécifiques de l'ingénierie que sa véritable passion a commencé à se cristalliser. Il était attiré par les domaines les plus abstraits et les plus puissants. La théorie du contrôle, l'optimisation et le traitement du signal, c'étaient les disciplines qui s'occupaient de faire en sorte que des systèmes complexes et dynamiques se comportent de manière
univers prévisible et souhaitable. C'est là qu'il a trouvé le langage mathématique pour décrire et commander le mouvement, la stabilité et l'information. Les cours étaient extrêmement exigeants, poussant les étudiants aux limites de leur capacité analytique, mais pour Abel, c'était exaltant. Il n'apprenait pas seulement sur les circuits ou les réseaux électriques. Il apprenait la grammaire fondamentale du contrôle, les principes universels qui régissent tout, d'un thermostat autorégulé à la mécanique orbitale d'un satellite. Il se constituait une boîte à outils intellectuelle d'une puissance immense. Pour comprendre le monde qui le captivait, imaginez essayer d'équilibrer une longue et fine perche verticalement sur le bout de votre doigt. Vos yeux suivent de sa moindre oscillation. Votre cerveau traite l'information en un instant et votre main effectue d'innombrables petits ajustements précis chaque seconde pour maintenir l'équilibre. Vous ne pensez pas consciemment à chaque mouvement. Vous réagissez simplement, corrigeant intuitivement la dérive et les perturbations extérieures. La théorie du contrôle est la mathématique derrière cette intuition. C'est le langage formel de la stabilité dans un monde intrinsèquement instable. C'est l'ensemble des règles qui permet à un système de percevoir constamment son état, de prédire son avenir et d'appliquer des contre-mesures précises pour contrer les forces qui tentent de le déséquilibrer. Pour Abel, ce n'était pas seulement un chapitre dans un manuel, c'était une danse élégante et magnifique entre le chaos et l'ordre. Et il était déterminé à devenir un maître chorégraphe de cette danse. Pourtant, à mesure qu'il approfondissait ses recherches, un sentiment de limitation a commencé à s'installer. La théorie du contrôle classique était puissante, mais elle était aussi rigide. Elle fonctionnait mieux dans des environnements bien définis, où toutes les variables pouvaient être modélisées et prédites. Elle pouvait guider un missile vers une cible ou gérer une usine chimique avec une précision incroyable. Mais qu'en était-il des problèmes qui étaient désordonnés, imprévisibles et en constante évolution ? Qu'en était-il d'un robot essayant de marcher sur un terrain accidenté ou d'un système essayant de comprendre le langage humain? C'était un des problèmes où les règles n'étaient pas fixes. Les élégantes équations qu'il avait maîtrisées semblaient s'effondrer face à une telle complexité. Il a commencé à sentir que les défis les plus intéressants, ceux qui étaient vraiment transformateurs, ne pouvaient pas être résolus uniquement avec des instructions préprogrammées. Le système devait apprendre, s'adapter, improviser. Cette prise de conscience croissante a marqué le début d'un pivot crucial dans sa pensée, l'éloignant des certitudes de l'ingénierie classique pour le rapprocher du monde incertain et probabiliste de l'intelligence artificielle. La voie à suivre, réalisa-t-il, n'était pas en Europe alors que les universités européennes excellaient dans les fondements théoriques. L'épicentre de la révolution de l'IA, l'endroit où la théorie se transformait en une réalité qui changeait le monde, se trouvait de l'autre côté de l'Atlantique. La décision était à la fois intimidante et exaltante. Il poursuivrait un doctorat aux États-Unis. Plus précisément, il jeta son dévolu sur un seul endroit, l'université de Stanford, le cœur battant de la Silicon Valley. Être accepté dans le programme d'informatique de Stanford était plus qu'une réussite académique, c'était un ticket d'or pour l'avenir. C'est à ce moment que son voyage a véritablement commencé. Un saut symbolique de l'ancien monde du savoir établi au nouveau monde de l'innovation radicale. Le conflit interne était réel. Il aurait pu poursuivre une carrière d'ingénieur sûr, prestigieuse et très réussie en Belgique. Au lieu de cela, il a choisi le monde à haut risque et à haute récompense de la recherche naissante en IA, un domaine que beaucoup considéraient encore plus proche de la science-fiction que de l'ingénierie. Arriver à Stanford fut un choc culturel profond. L'atmosphère intellectuelle était électrique, chargée d'un sentiment presque palpable d'optimisme et d'ambition. Il se retrouva soudain entouré des plus grands esprits de l'informatique, des gens qui n'étudiaient pas seulement l'avenir, mais le construisaient activement dans les garages et les laboratoires qui parsemaient le paysage. Le rythme était implacable, la compétition féroce, mais l'énergie collaborative était contagieuse. C'était un endroit où les idées audacieuses
n'était pas seulement toléré, mais célébré. Ici, l'échec était considéré comme une donnée sur le chemin d'une percée. Cet environnement fut un catalyseur, le poussant à penser plus grand et plus audacieusement que jamais. Il n'était plus seulement un étudiant en ingénierie, il était un apprenti dans l'art d'inventer l'avenir. Désormais au centre de l'univers de l'IA, Abel faisait face à sa prochaine tâche cruciale, trouver un mentor. Il ne cherchait pas seulement un superviseur pour valider ses recherches. Il cherchait une âme sœur, un guide qui partageait sa vision spécifique d'un nouveau type d'intelligence artificielle, capable d'apprendre de l'expérience et de maîtriser des compétences complexes dans le monde réel. Il avait besoin de quelqu'un qui comprenait à la fois la rigueur mathématique de la théorie du contrôle et le potentiel illimité de l'apprentissage automatique. Cette recherche était un voyage en soi, un processus de rencontre avec de brillants professeurs, de discussions sur des idées techniques profondes et de recherche de cette étincelle de conviction partagée. Il cherchait quelqu'un qui n'était pas seulement intéressé par des améliorations progressives, mais qui visait l'apparemment impossible. Sa recherche le mènerait bientôt à un jeune professeur charismatique qui se posait exactement les mêmes questions. Un mentor qui était sur le point de le mettre sur la voie de la résolution de l'un des défis les plus audacieux en robotique. À Stanford, Abel ne trouverait pas seulement un nouveau foyer, il trouverait un mentor et un problème si audacieux, si apparemment impossible, que sa résolution redéfinirait les frontières du vol autonome. En arrivant à Stanford, Peter Abel ne cherchait pas seulement un projet. Il cherchait un problème qui se situait à l'intersection percutante de ces deux mondes. Les mathématiques élégantes et prévisibles de la théorie du contrôle et la puissance désordonnée et adaptative de l'apprentissage automatique. Il le trouva dans le laboratoire d'Andrew Ng, un jeune professeur qui était déjà une étoile montante dans le domaine. Le laboratoire d'intelligence artificielle de Stanford au début des années 2000 était électrique, un endroit où l'avenir n'était pas seulement discuté, mais activement construit dans des pièces encombrées, remplies de tableaux blancs et du bourdonnement constant des serveurs. C'était un environnement alimenté par l'ambition intellectuelle et la conviction audacieuse que tout problème, aussi complexe soit-il, pouvait être résolu avec le bon algorithme. Andrew Ng, reconnaissant le mélange unique d'ingénierie rigoureuse et de curiosité avant-gardiste chez Abel, lui présenta un défi qui ressemblait à de la science-fiction. C'était un problème qui avait humilié les ingénieurs pendant des décennies. Il désigna un petit hélicoptère télécommandé et exposa la mission. Lui apprendre à voler par lui-même, pas seulement à faire du vol stationnaire, mais à effectuer des manœuvres de voltige agressives et complexes, des loopings et des tonneaux qui repoussaient les limites même de l'aérodynamique. Ce n'était pas une simple tâche de programmation d'une trajectoire de vol d'un point A à un point B, c'était un grand défi, une confrontation avec le chaos lui-même. Un hélicoptère, expliqua Ng, est un système fondamentalement instable. C'est une machine qui veut activement s'écraser. Pour comprendre la difficulté pure de cette tâche, imaginez essayer d'équilibrer une toupie sur le bout de votre doigt. Mais la toupie est également battue par des rafales de vent imprévisibles. Un avion à voilure fixe a une certaine stabilité naturelle. Si le moteur tombe en panne, il peut souvent planer. Un hélicoptère n'a pas ce luxe. Au moment où vous lâchez les commandes, sa danse complexe de force s'effondre. En quelques secondes, il basculera, tournoiera et tombera du ciel. Les pilotes humains experts ne volent pas par calcul, ils volent par une intuition presque subconsciente, une sensation de l'état de la machine qui se développe sur des milliers d'heures. Ils effectuent constamment des milliers de micro-ajustements par minute. Le défi que Ng a donné à Abel était de traduire cette intuition humaine ineffable en code pur et dur. Suivant le manuel établi de la robotique et de la théorie du contrôle, Abel et ses collègues ont d'abord essayé l'approche la plus logique. Ils se sont mis en tête de construire une réplique numérique parfaite de l'hélicoptère. C'était une tâche monumentale de modélisation mathématique.
Ils ont minutieusement mesuré chaque variable à laquelle ils pouvaient y penser. Le poids et le pas des pales du rotor, le couple du moteur, la traînée du fuselage, la physique complexe de l'écoulement de l'air. L'objectif était de créer un ensemble d'équations si précises qu'un ordinateur pourrait simuler parfaitement le vol de l'hélicoptère, puis utiliser cette simulation pour calculer les commandes exactes nécessaires pour effectuer n'importe quelle manœuvre. Dans ce monde numérique immaculé, leur création était un maître des cieux. L'hélicoptère simulé volait avec une précision à couper le souffle. Il pouvait exécuter des loopings impeccables, des tic-toc parfaits et des vols stationnaires inversés, le tout dans les confins silencieux de la mémoire de l'ordinateur. Mais la réalité, comme si souvent, refusa de coopérer avec leurs élégantes équations. Au moment où ils ont téléchargé ce contrôleur parfait sur le véritable hélicoptère, le résultat fut un échec catastrophique. La machine décollait, chancelait un instant en essayant de concilier son modèle parfait avec le monde réel désordonné, puis partait dans une vrille incontrôlable, s'écrasant au sol dans un bruit écœurant de plastique et de métal brisé. Leur modèle, malgré sa complexité, était une fiction fragile. Le problème résidait dans les détails infinis et impossibles à modéliser du monde réel. Une légère rafale de vent invisible, un changement mineur de la température ou de l'humidité de l'air, une minuscule imperfection sur une seule pale de rotor due à un atterrissage brutal précédent, toutes ces déviations infimes que le modèle mathématique rigide ne pouvait pas gérer. Le fossé entre le monde propre de la simulation et le monde chaotique de la réalité était un abîme qu'il ne pouvait franchir. Chaque crash était une preuve supplémentaire que l'approche classique, le fondement même de la formation d'ingénieur d'Abel, était en train d'échouer. La frustration montait dans le laboratoire. L'équipe était piégée dans un cycle consistant à construire un modèle, le regarder échouer et ramasser les morceaux, le problème fondamental restant non résolu. C'est dans ce creuset d'échecs que l'idée révolutionnaire a été forgée. L'équipe a eu une prise de conscience collective, un changement fondamental de perspective. Ils avaient essayé d'agir comme des auteurs en écrivant un manuel d'instructions détaillé étape par étape pour l'hélicoptère. Et si, au lieu de cela, ils devenaient des professeurs? Et si la machine pouvait apprendre en observant un expert, de la même manière qu'un apprenti humain apprend d'un maître? C'était la naissance conceptuelle de ce qui allait être connu sous le nom d'apprentissage par imitation, une forme puissante d'apprentissage par renforcement inverse. L'idée de base était d'abandonner complètement la quête d'un modèle physique parfait. La nouvelle approche était mieux décrite par une puissante métaphore. Au lieu de donner à l'ordinateur une recette détaillée avec des mesures exactes et des temps de cuisson, ce qui est le modèle physique, ils ont décidé de le laisser regarder un grand chef à l'œuvre qui était le pilote humain expert. Le travail de l'ordinateur n'était pas de copier servilement les mouvements exacts de la main du chef, cela serait fragile et inutile si la température de la cuisinière était légèrement différente. Au lieu de cela, la tâche de l'ordinateur était de comprendre l'objectif sous-jacent du chef. L'objectif était-il simplement de déplacer une poêle de haut en bas? Ou était-ce de créer une crêpe parfaitement dorée en observant les actions du pilote et le vol résultant de l'hélicoptère? L'algorithme pouvait déduire cet objectif caché. Cet objectif sous-jacent, dans le langage de l'intelligence artificielle, est appelé la fonction de récompense, c'est le désir secret du système. Le travail de l'algorithme était de rétroconcevoir cette fonction de récompense à partir des démonstrations de l'expert. Une fois qu'il avait compris ce que le pilote humain essayait d'accomplir, l'algorithme pouvait alors utiliser sa propre puissance de calcul pour trouver le meilleur moyen, le plus optimal, d'atteindre ce même objectif lui-même. Cela pourrait même être une méthode que le pilote humain n'avait jamais envisagée. C'était un changement profond. Au lieu de dire à la machine comment voler, on lui montrait à quoi ressemblait un bon vol et on la laissait trouver le reste. Le processus fut transformateur. Un pilote expert faisait voler l'hélicoptère, effectuant une manœuvre spécifique plusieurs fois,
pendant que le système enregistrait chaque minuscule commande du contrôleur et chaque mouvement correspondant de l'appareil. L'algorithme analysait ensuite ces données, non pas pour imiter les commandes, mais pour construire un modèle mathématique de l'intention du pilote. Une fois qu'il avait une hypothèse solide sur cette fonction de récompense, il calculait sa propre trajectoire de vol optimale et prenait les commandes. Les premiers succès furent stupéfiants. L'hélicoptère a commencé à effectuer les manœuvres complexes qu'il avait si spectaculairement échoué auparavant. Il a exécuté le tic-toc, une figure de voltige difficile où l'hélicoptère se balance comme un pendule avec une précision qui pouvait rivaliser avec, et parfois même dépasser, son professeur humain. Il avait appris à une machine à maîtriser les cieux chaotiques. Maintenant, de retour sur la terre ferme, Peter Abel allait faire face à un défi qui semblait banal, mais qui était profondément et fondamentalement plus difficile. Apprendre à un robot à voir, comprendre et plier une pile de linge. Ayant conquis le ciel, Peter Abel tourna son attention vers un environnement bien plus chaotique et imprévisible, le plancher des vaches. Devenu professeur à l'Université de Californie à Berkeley, il créa son propre laboratoire, un lieu qui bourdonnait de l'énergie de jeunes esprits brillants désireux de repousser les limites de la robotique. Le défi qu'il leur lança ne consistait plus à atteindre une précision surhumaine dans un système contrôlé bien qu'instable. Son nouvel objectif était bien plus ambitieux et à bien des égards bien plus humain. Il voulait créer des robots capables d'opérer non pas dans le monde propre et mathématique de l'aérodynamique, mais dans le monde désordonné, encombré et non structuré d'une maison. Il lui fallait une tâche qui servirait de test ultime, un problème si faussement simple qu'il révélerait les failles les plus profondes de la perception et de la manipulation robotique. La réponse n'était pas le vol, mais le pliage. Pour s'attaquer à ce problème, lui et ses étudiants ont construit un robot. C'était une machine à un bras dotée d'une pince délicate, à l'allure presque curieuse, en guise de main montée sur une base mobile. Ils le nommèrent Brett, un acronyme pour Berkeley Robot for the Elimination of Tedious Tasks. Robot de Berkeley pour l'élimination des tâches fastidieuses. Brett était une merveille d'ingénierie capable de mouvements précis et alimenté par un logiciel sophistiqué. Mais malgré toutes ses capacités, Brett était fondamentalement aveugle. Pas au sens littéral, il avait des caméras haute résolution pour yeux. Il était aveugle au sens... Il voyait le monde comme un vaste océan de pixels colorés, une tempête chaotique de points de données. Il ne pouvait pas distinguer une tasse d'un livre, une table d'une chaise, à moins d'être explicitement programmé avec un modèle tridimensionnel parfait de cet objet exact. Dans le monde aseptisé d'une usine, cela fonctionne parfaitement. Dans un salon, où rien n'est jamais deux fois à la même place, Brett était un nourrisson dans un univers étranger, entouré d'objets qu'il ne pouvait pas comprendre. Cela amena Abel et son équipe à la serviette. En surface, le problème semblait trivial, presque comique. Apprendre à un robot de plusieurs millions de dollars à faire la lessive. Mais cette simple tâche était en réalité profondément plus difficile que d'apprendre à un hélicoptère à faire un looping arrière. Un hélicoptère, malgré son instabilité, est un corps rigide. Son état, à un moment donné, peut être décrit par un nombre limité de variables. Sa position, son orientation, sa vitesse, le pas de ses pales, c'est ce que les ingénieurs appellent de son espace d'état. Bien que complexe, cet espace d'état est fini et gérable. Un ordinateur peut en construire un modèle raisonnablement précis. Une serviette, cependant, est un objet déformable, et son espace d'état est un cauchemar de possibilités quasi infinies. Imaginez un échiquier. Il a un grand nombre de configurations possibles, mais chaque configuration est discrète et connue. Maintenant, imaginez une simple serviette de bain jetée par terre. Est-elle en tas? Est-elle froissée? Y a-t-il un pli le long du côté gauche? Un coin est-il replié en dessous? Chacune de ces minuscules variations, chaque ride et chaque pli, représente un état complètement nouveau et unique.
Le nombre de façons possibles pour une serviette d'exister n'est pas seulement grand, il est astronomiquement, computationnellement infini. C'est ce que l'on appelle en mathématiques et en informatique la malédiction de la dimensionnalité. Tenter de programmer un robot pour gérer chaque état possible d'une serviette reviendrait à essayer d'écrire un dictionnaire contenant chaque phrase qui pourrait un jour être prononcée. C'est une tâche impossible. Imaginez un échiquier. Il possède un nombre immense de configurations possibles, mais chaque configuration est discrète et connue. Maintenant, imaginez une simple serviette de bain jetée par terre. Est-elle en tas? Est-elle froissée? Y a-t-il un pli sur le côté gauche? Un coin est-il replié en dessous? Chacune de ces infimes variations, chaque ride et chaque pli représente un état complètement nouveau et unique. Le nombre de façons possibles pour une serviette d'exister n'est pas seulement grand, il est astronomiquement, computationnellement infini. C'est ce que l'on appelle en mathématiques et en informatique la malédiction de la dimensionnalité. Tenter de programmer un robot pour gérer chaque état possible d'une serviette reviendrait à essayer d'écrire un dictionnaire contenant chaque phrase qui pourrait un jour être prononcée. C'est une tâche impossible. L'équipe d'habiles était confrontée à un problème que l'on pourrait décrire par une métaphore. Imaginez que vous essayez d'écrire des instructions pour faire vos lacets. Maintenant, imaginez que vous écrivez ces instructions pour une personne qui n'a jamais vu de lacet, que le lacet est fait de spaghettis cuits et qu'il change de forme à chaque fois que vous le touchez. Tel était le défi auquel Brett était confronté avec une serviette. La caméra du robot fixait le tas de tissus froissés, un paysage de textures et d'ombres, et ne voyait rien d'autre que des données. Il n'avait aucun concept inné de ce qu'était une serviette, et encore moins un coin ou un bord. Un humain regarde le tas et voit instantanément l'objet et c'est parti. Brett ne voyait qu'un tableau de valeurs de couleurs dénuées de sens. Comment pouvait-il trouver les deux coins qu'il devait saisir pour commencer le pliage? C'était un profond problème de vision par ordinateur enveloppé dans un profond problème de robotique. Avant même que Brett puisse penser à bouger son bras, son cerveau devait résoudre une énigme presque philosophique. Comment imposer l'ordre au chaos? Comment trouver un concept géométrique cohérent comme un coin dans une masse de tissus aléatoires et informes? L'équipe a essayé d'innombrables algorithmes classiques. Ils ont tenté de créer des modèles qui prédiraient le comportement du tissu. Ils ont programmé des règles pour rechercher des formes spécifiques. Rien n'a fonctionné, le laboratoire était rempli du doux vrombissement des moteurs de Brett, suivi du bruit sourd d'une serviette qui tombe. Pendant des mois, qui se sont transformés en années, ce fut le rythme de leurs recherches. Le robot tâtonnait, sa pince se refermant sur un pli au hasard au lieu d'un coin. Il soulevait une partie de la serviette pour que le reste s'en mêle dans sa propre base. Il parvenait à saisir un point, puis perdait complètement la trace de la forme générale de l'objet et le laissait tomber, confus. Sergey Levin, l'un des doctorants d'Abel à l'époque, se souviendrait plus tard de la profonde frustration du projet. L'équipe était brillante, le robot à la pointe de la technologie, et pourtant, ils étaient vaincus par un morceau de tissu éponge. Le laboratoire est devenu un cimetière de serviettes froissées, chacune témoignant d'une nouvelle hypothèse ratée. La tyrannie de la serviette était absolue. C'était un rappel constant et humble du chemin qu'il restait à parcourir à la robotique pour rattraper l'intuition humaine. La percée, quand elle est arrivée, n'a pas été un simple éclair de génie, mais un changement d'approche progressif et fondamental né de la même philosophie qui avait conquis l'hélicoptère. Ils devaient ne cesser d'essayer d'être les auteurs d'un plan parfait et devenir plutôt les professeurs d'une compétence flexible. Au lieu de programmer pour chaque éventualité, ils ont utilisé l'apprentissage automatique pour enseigner à Brett une politique, une stratégie pour gérer l'incertitude. La solution était élégante dans sa simplicité. Ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas besoin de résoudre le problème d'un tas froissé infiniment complexe. Ils devaient juste simplifier le problème d'abord. La nouvelle politique comportait plusieurs étapes. D'abord, Brett
saisissait n'importe quelle partie de la serviette qu'il pouvait identifier de manière fiable, peu importe où. Ensuite, il soulevait la serviette haut dans les airs et la secouait doucement. Cette seule action était la clé. Elle utilisait la gravité pour transformer la serviette de son état chaotique et froissé à un état beaucoup plus simple et prévisible. Une forme bidimensionnelle suspendue vers le bas. La malédiction de la dimensionnalité était partiellement brisée. Maintenant, avec la serviette suspendue, l'algorithme de vision du robot avait une tâche beaucoup plus facile. Il scannait le tissu suspendu, ne cherchant plus un coin géométrique parfait dans un désordre tridimensionnel, mais les 2 points les plus bas de la forme pendante. En apprenant de milliers d'exemples simulés puis d'essais en conditions réelles, Brett a appris à associer ces points les plus bas aux coins qu'il devait saisir. C'était une fusion brillante de l'action robotique et de la perception machine. Le robot modifiait activement son environnement pour le rendre plus facile à comprendre. Il n'était plus un observateur passif, mais un participant actif à la résolution de l'énigme. Finalement, le moment du triomphe est arrivé. Ce ne fut pas une explosion spectaculaire de découverte, mais l'exécution silencieuse et délibérée d'une compétence acquise. Une caméra tournait tandis que le bras de Brett s'étendait sur un tas désordonné. Il a pincé un point au hasard, a soulevé la serviette bleue dans les airs et l'a secouée. Il a marqué une pause, ses caméras balayant le tissu suspendu. Puis, avec une précision lente et méthodique, sa pince a relâché le premier point, est descendu et a saisi l'un des coins inférieurs. Il a répété le processus pour le second coin. La serviette étant maintenant tenue fermement par 2 coins, le reste n'était que simple géométrie. Il a posé la serviette sur la table, l'a pliée en 2, puis de nouveau en 2. Il est ensuite passé à la serviette suivante dans la pile et a recommencé. La vidéo qui en a résulté était tout sauf cinématographique. Le robot était lent, presque lourd. Pourtant, pour quiconque comprenait la profondeur du problème, c'était une réussite monumentale. La vidéo est devenue virale au sein de la communauté de l'IA. Ce robot lent et méthodique, pliant patiemment le linge, représentait un pas de géant. C'était la preuve que grâce à l'apprentissage, un robot pouvait enfin commencer à gérer la réalité douce, déformable et désordonnée du monde humain. La résolution du problème de la serviette a prouvé que les robots pouvaient apprendre à gérer le désordre du monde réel. Mais il ne s'agissait que d'un seul robot, apprenant une seule tâche. Le prochain bond en avant nécessiterait une révolution. Apprendre au robot comment apprendre n'importe quelle tâche, grâce à la même vague d'apprentissage profond qui transformait le reste de la technologie. Au milieu des années 2010, un changement sismique a ébranlé les fondations de l'informatique. Le monde numérique vivait son moment ImageNet, une percée d'une telle ampleur qu'elle a redéfini ce que l'on pensait possible. Pendant des années, l'intelligence artificielle avait lutté avec la perception de base, mais maintenant les réseaux de neurones profonds, des algorithmes complexes inspirés du cerveau humain, pulvérisaient les records en reconnaissance d'images, en traduction vocale et en traitement du langage naturel. Ils pouvaient voir, entendre et comprendre avec une précision déconcertante. Cette explosion de capacités, alimenté par des ensembles de données massifs et du nouveau matériel informatique puissant, a créé une atmosphère électrisante dans le monde universitaire et l'industrie. Pourtant, au sein de la communauté de la robotique, une question cruciale restait en suspens. Ces nouveaux super-cerveaux étaient dits les maîtres du monde numérique. Mais leur puissance pouvait-elle être exploitée pour contrôler des corps physiques? Une IA capable de reconnaître un chat sur une photo, pouvait-elle aussi apprendre à prendre une tasse de café sans la renverser?
Le fossé entre la reconnaissance des pixels et la coordination des moteurs était immense, et le laboratoire de Peter Abil à l'Université de Californie à Berkeley était sur le point de devenir l'épicentre des efforts pour le combler. Le groupe d'Abel, devenu un pôle d'attraction mondial pour les esprits les plus brillants de la robotique, est devenu le creuset d'une nouvelle idée radicale, l'apprentissage par renforcement profond ou DRL. Le concept était une fusion élégante de deux domaines puissants. Pour comprendre son impact, souvenez-vous de l'idée de base de dresser un chien avec des friandises qui est au cœur de l'apprentissage par renforcement. L'agent ou le robot tente des choses par essai et erreur, et quand il fait quelque chose de bien, il obtient une récompense, une friandise virtuelle. Mais maintenant, imaginez donner à ce chien un super cerveau sous la forme d'un réseau de neurones profonds. Ce super cerveau ne se contente pas de traiter des commandes simples. Il traite la réalité brute. Il peut regarder le monde à travers une caméra, voyant chaque pixel, chaque ombre, chaque reflet. Il peut sentir le monde à travers des capteurs tactiles, enregistrant la texture et la pression. Avec cette perception incroyablement riche, il n'apprend plus seulement à rapporter. Il apprend à naviguer dans un labyrinthe, à ouvrir des portes et à empiler des blocs. Tout cela guidé par ce simple désir d'obtenir un score élevé. Le réseau de neurones agit comme un brillant stratège, absorbant un flot de données sensorielles et décidant de la meilleure action à entreprendre en cette fraction de seconde pour maximiser sa récompense future. Les résultats qui ont commencé à émerger du Berkeley AI Research Lab, souvent appelé BAIR, étaient tout simplement stupéfiants. Dans un projet, un bras robotique a appris à visser un bouchon sur une bouteille, une tâche de motricité fine qui était depuis longtemps une référence en matière de dextérité robotique. Il n'a pas appris en étant programmé avec la physique des filetages et du couple, mais en essayant des millions de fois dans une simulation virtuelle hyper réaliste. Il a échoué encore et encore dans le domaine numérique, chaque échec lui apprenant ce qu'il ne fallait pas faire. Ensuite, son cerveau entraîné, sa politique, a été téléchargé dans un robot physique. Dès sa toute première tentative dans le monde réel, le bras a saisi le bouchon en douceur et l'a vissé. D'autres robots ont appris à assembler des avions miniatures ou à utiliser des outils qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. C'était un changement de paradigme. Au lieu que les ingénieurs codent minutieusement chaque mouvement, ils étaient devenus des professeurs, créant des terrains de jeux virtuels où les robots pouvaient s'enseigner eux-mêmes des compétences complexes à un rythme accéléré. L'ambiance dans le laboratoire était électrique, un mélange de concentration intellectuelle intense et de frissons de la découverte. Il y avait un sentiment palpable de compétition avec d'autres laboratoires de premier plan comme DeepMind à Londres pour publier la prochaine avancée majeure. Cependant, ce nouveau pouvoir était sauvage et indompté. Les premiers algorithmes d'apprentissage par renforcement profond étaient notoirement instables. Un petit changement dans le processus d'entraînement pouvait faire s'effondrer complètement l'apprentissage d'un robot, ses performances chutant à zéro. C'était comme essayer de régler un moteur de Formule 1 qui allait soit gagner la course, soit exploser sur la ligne de départ. C'est là que le génie de l'ingénierie des étudiants d'Abel comme John Schulman est devenu essentiel. Ils ont développé des algorithmes avec des noms comme Trust Region Policy Optimization ou TRPO et plus tard Proximal Policy Optimization ou PPO. Les mathématiques qui les sous-tendent sont incroyablement complexes, mais leur objectif était simple et profond: rendre l'apprentissage stable. Ces algorithmes agissaient comme un harnais de sécurité pour le processus d'apprentissage. Ils empêchaient l'IA d'apporter des changements trop radicaux à sa stratégie d'un essai à l'autre, s'assurant qu'elle faisait de petits pas confiants vers une meilleure solution au lieu d'un saut de géant téméraire du haut d'une falaise. TRPO et PPO ont été les inventions qui ont transformé une démonstration spectaculaire mais fragile en un outil scientifique robuste et reproductible.
et ils sont rapidement devenus la référence pour tout le domaine. Alors même que son laboratoire perfectionnait l'art d'enseigner des tâches uniques aux robots, ABL et ses meilleurs étudiants se tournaient déjà vers la prochaine frontière, un concept qui relevait de la science-fiction, le méta-apprentissage ou l'art d'apprendre à une IA à apprendre. La plupart des systèmes d'intelligence artificielle apprennent une compétence à la fois. Si vous l'entraînez à jouer aux échecs, il ne sait rien de l'empilement de blocs. Si vous l'entraînez à empiler des blocs, il ne peut pas trier le linge. Le méta-apprentissage était différent. John Schulman a un jour décrit l'atmosphère comme un endroit où l'on avait l'impression d'inventer le futur chaque jour. Chelsea Finn, une autre doctorante d'ABL, a mené des travaux pionniers dans ce domaine. La métaphore directrice est simple. Imaginez que vous apprenez à une IA à résoudre une centaine de types de puzzles différents. Elle ne se contente pas de mémoriser les 100 solutions. Au lieu de cela, elle commence à comprendre la stratégie sous-jacente de la résolution de puzzles elle-même. Elle apprend à rechercher des motifs, à expérimenter et à s'adapter rapidement à de nouvelles règles. Ainsi, lorsqu'elle rencontre le 101e puzzle, un qu'elle n'a jamais vu auparavant, elle ne part pas de zéro, elle le résout en quelques essais seulement parce qu'elle a appris à apprendre. C'était un pas monumental loin de l'intelligence étroite et vers une forme d'IA plus générale et flexible. Le Berkeley AI Research Lab était un paradis de la découverte pure, mais Abel ressentait une envie croissante de sortir ces incroyables machines d'apprentissage du laboratoire et de les mettre au travail pour résoudre l'un des problèmes les plus importants et les plus chaotiques de la planète, la chaîne d'approvisionnement mondiale. En l'an 2017, le laboratoire de Peter Abil à Berkeley était une puissance, un paradis de la découverte pure où les règles fondamentales de l'apprentissage robotique étaient en train d'être écrites. Pourtant, pour Abel, une nouvelle question a commencé à faire surface. Une question qui allait au-delà des articles universitaires et des discours de conférences. À quoi bon inventer le futur s'il restait confiné à l'université ? Cette agitation a abouti à une décision monumentale. Abel, un professeur titulaire avec l'un des emplois les plus sûrs et les plus prestigieux du monde universitaire, a décidé de sauter dans l'inconnu. Il a cofondé une société appelée Covariant avec 3 de ses plus brillants anciens étudiants, Peter Chen, Rocky Duan et Tianhao Zhang. Leur mission était audacieuse au point de paraître arrogante. Construire une IA universelle, un cerveau unique qui pourrait être installé dans n'importe quel robot, n'importe où dans le monde, et lui apprendre à voir, saisir et manipuler n'importe quel objet qu'il rencontrerait. Le risque personnel et professionnel était immense. ABL troquait la liberté intellectuelle de la Tour d'Ivoire contre le parcours du combattant brutal et impitoyable d'une start-up de la Silicon Valley. Le rythme lent et délibéré de la recherche a été remplacé par la course effrénée des délais de production. La monnaie des articles évalués par les pairs a été échangée contre les mesures froides et dures du capital risque et de la satisfaction client. La pression a été immédiate et écrasante. Les investisseurs qui avaient versé des millions dans la vision exigeaient un retour sur investissement, pas des percées théoriques. Les clients ne se souciaient pas des algorithmes élégants, ils se souciaient de la disponibilité, de la fiabilité et de la capacité du robot à faire le travail moins cher et plus rapidement qu'un humain. Pendant ce temps, le paysage concurrentiel était un bassin de requins avec des géants comme Google et Amazon, ainsi que des dizaines d'autres startups avides, tous en lice pour résoudre le même problème. Abel n'était plus seulement un professeur guidant des étudiants, il était un fondateur responsable de la paix, de la stratégie et des moyens de subsistance de ses employés. Cette transition a nécessité un profond changement mental, un recablage du cerveau académique. Dans la recherche, le but est de prouver que quelque chose est possible, ne serait-ce qu'une seule fois. Dans les affaires, le but est de le rendre fiable, évolutif et rentable des millions de fois.
Le frisson d'une idée nouvelle devait être tempéré par les réalités pragmatiques de l'ingénierie d'un produit commercial. Le voyage d'un environnement de laboratoire contrôlé au monde réel, désordonné et chaotique, était sur le point de commencer. Et il mettrait à l'épreuve chaque leçon qu'Abel avait apprise sur la robotique et lui en apprendrait d'innombrables autres sur les dures réalités de la construction d'une entreprise à partir de rien d'autre qu'une idée. La première décision cruciale fut de déterminer où diriger leur nouvelle et puissante IA. La réponse fut la logistique. Les entrepôts et les centres de distribution, le système circulatoire caché de l'économie mondiale, présentaient le défi parfait. Ils sont un mélange unique de structure et de chaos. D'une part, ils sont organisés avec des allées, des bacs et des tapis roulants. D'autre part, ils sont remplis d'une variété quasi infinie d'articles, ce que l'industrie appelle les SKU ou Stock Keeping Units. À un moment donné, un robot doit ramasser une boîte en carton rigide et rectangulaire. L'instant d'après, il fait face à un sac en plastique transparent et fragile de chaussettes, suivi d'une bouteille de shampoing réfléchissante et de forme étrange. C'était le problème du pliage de serviettes, un défi de variation infinie, amplifié 1 million de fois et fonctionnant 24 heures sur 24. C'était la version à l'échelle industrielle du chaos qu'il avait cherché à conquérir toute sa carrière. L'argument commercial était indéniable. L'explosion du commerce électronique avait créé une demande insatiable de rapidité, les consommateurs s'attendant à une livraison le lendemain, voire le jour même, comme norme. Cette attente a créé un réseau logistique à bout de souffle. Les entrepôts ne pouvaient pas embaucher de travailleurs humains assez vite pour suivre le volume considérable de commandes. Le travail lui-même était répétitif, physiquement exigeant et sujet aux erreurs. Toute la chaîne d'approvisionnement mondiale était bloquée par le simple acte physique d'une main humaine prenant un article dans un bac et le plaçant dans une boîte. C'était un problème à une échelle inhumaine qui avait désespérément besoin d'une solution non humaine. Abel et son équipe ne construisaient pas seulement une technologie sympa, ils visaient à résoudre l'une des plus grandes crises opérationnelles du XXIe siècle. Leur solution était le Covariant Brain, une plateforme construite sur les fondations de l'apprentissage par renforcement profond et du méta-apprentissage développé dans son laboratoire de Berkeley. L'idée clé était qu'il ne construirait pas un nouveau type de robot. Au lieu de cela, il construirait une intelligence universelle capable de piloter n'importe quel bras robotique standard de n'importe quel fabricant. Une entreprise pourrait installer un bras industriel standard, le connecter au Covariant Brain via le cloud et en quelques heures de là, le bras commencerait à apprendre, à prélever et à emballer des articles. Il ne nécessitait aucune préprogrammation complexe pour chaque nouveau produit. Il regardait, comprenait et agissait simplement, apprenant et s'adaptant à la volée, tout comme ces robots simulés avaient appris à visser des bouchons sur des bouteilles. Mais le monde réel fait payer un lourd tribut à l'intelligence. Dans le monde universitaire, un algorithme qui réussit à 99% est un triomphe. Une publication dans une revue de premier plan. Dans un entrepôt d'1 milliard de dollars, une précision de 99% est un échec catastrophique. Un taux d'erreur d'1% lors de la cueillette de centaines de milliers d'articles par jour signifie des milliers de produits tombés, de marchandises cassées, de commandes incorrectes et de clients en colère. Cela signifie l'arrêt d'un tapis roulant, provoquant un embouteillage logistique qui peut coûter à une entreprise des dizaines de milliers de dollars par heure. La norme devait être ce que les ingénieurs appellent une fiabilité de 5,9, 99,999%. Le saut d'une démonstration en laboratoire à un produit de qualité industrielle était un gouffre de difficultés. Les premiers déploiements furent une épreuve du feu. Les robots y fonctionnaient parfaitement pendant des heures, puis échouaient soudainement sur un nouvel article qu'ils n'avaient jamais vu auparavant,
comme un sac de chips transparent et froissé qui déconcertait leur système de vision. L'équipe se précipitait, analysant les journaux et les flux vidéo dans l'environnement bruyant et poussiéreux d'un entrepôt en activité à des années-lumière du calme du laboratoire. Ils n'étaient plus seulement des chercheurs, ils étaient des pompiers de la robotique, déboguant des problèmes sous une pression immense alors que toute l'opération d'un client était en jeu. Mais à travers ces échecs, quelque chose de remarquable a commencé à se produire. Le système apprenait, non seulement individuellement, mais collectivement. Les déploiements initiaux furent une épreuve du feu. Les robots fonctionnaient parfaitement pendant des heures, puis tombaient soudainement en panne face à un nouvel article qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, comme un sac de chips froissé et transparent qui déconcertait leur système de vision. L'équipe se précipitait, analysant les journaux et les flux vidéo dans l'environnement bruyant et poussiéreux d'un entrepôt en activité à des années-lumière du calme du laboratoire. Ils n'étaient plus seulement des chercheurs, ils étaient des pompiers de la robotique, déboguant des problèmes sous une pression immense alors que toute l'opération d'un client était en jeu. Mais à travers ces échecs, quelque chose de remarquable a commencé à se produire. Le système apprenait, non seulement individuellement, mais collectivement. C'était la puissance de ce que Covariant a appelé l'apprentissage de flotte. C'était un concept simple, mais révolutionnaire. Chaque robot de leur réseau mondial était connecté au cerveau Covariant central. Imaginez chaque robot comme un élève dans une immense salle de classe mondiale. Lorsqu'un robot dans un entrepôt en Allemagne peine à saisir un nouveau type de déodorant en bâton, il n'échoue pas de manière isolée. Les données de cet échec, les images de la caméra, la tentative de préhension, le résultat sont renvoyés à l'IA centrale. Le cerveau analyse l'erreur, conçoit une meilleure stratégie, puis diffuse cette connaissance sous forme de mise à jour à chaque robot de toute la flotte. Instantanément, un robot en Ohio et un autre au Japon deviennent plus intelligents grâce à une seule erreur commise en Allemagne. Cela créait un effet de réseau pour l'intelligence où chaque robot apprenait de l'expérience partagée de tous les autres robots, devenant exponentiellement plus intelligent chaque jour. Le triomphe fut de voir ce système fonctionner à grande échelle, d'observer une symphonie de bras robotiques dans un immense entrepôt triant et ramassant un flux infini d'objets disparates avec une vitesse et une précision surhumaines. Tout en bâtissant une entreprise d'1 milliard de dollars, Habil n'a jamais abandonné sa première passion, former la prochaine génération d'esprits. Pour comprendre l'homme, il faut comprendre son double rôle de PDG et de mentor, un leader qui ne construit pas seulement des robots, mais aussi les personnes qui construiront l'avenir. Pour la plupart des gens, cofonder une entreprise révolutionnaire qui redéfinit toute une industrie serait l'unique objectif d'une vie. Pour Peter Abel, ce n'était que l'un de ses 3 emplois exigeants à plein temps. La création de Covariant n'a pas marqué la fin de sa vie académique, ce n'était qu'une expansion de sa mission. Il était désormais PDG, professeur et bientôt éducateur public, une trinité de rôles qui repoussait les limites des capacités humaines. La pression était immense. Un exercice d'équilibriste constant entre les rapports trimestriels pour les investisseurs, les projets de recherche semestriels pour les étudiants diplômés et une responsabilité croissante d'expliquer la révolution de l'IA au monde. Chaque rôle nourrissait les autres, mais chacun exigeait aussi son tribut, créant un défi personnel de concentration et d'endurance qui définirait ce nouveau chapitre de sa vie. Même après avoir levé des centaines de millions de dollars et déployé des robots à travers le monde, Habil est resté une figure incontournable de l'Université de Californie à Berkeley. Il a conservé son bureau, a continué à conseiller les étudiants et à donner ses cours. Ce n'était pas un attachement sentimental à la Tour d'Ivoire, c'était une nécessité stratégique. Son laboratoire, le groupe de recherche en intelligence artificielle de Berkeley, ou BAIR, était plus qu'un centre de recherche, c'était un puits de gravité intellectuelle, attirant les jeunes esprits les plus brillants de la planète. Pour Abel, cet environnement était une source de curiosité brute et indomptée que la vie d'entreprise tend souvent à lisser. Il n'enseignait pas seulement à ses étudiants,
Il les utilisait comme des partenaires d'entraînement intellectuel, les poussant à remettre en question ses hypothèses et à explorer les frontières sauvages de l'IA où les prochaines avancées attendaient d'être découvertes. Son style de mentorat est devenu légendaire, non pas pour les réponses qu'il donnait, mais pour les questions qu'il posait. D'anciens étudiants décrivent un processus unique. Vous veniez le voir avec un problème sur lequel vous étiez bloqué, en attendant une solution. Au lieu de cela, Abel écoutait attentivement, son esprit déconstruisant toute votre approche. Puis il posait une seule question, d'une perspicacité redoutable, qui révélait une faille fondamentale dans votre raisonnement que vous n'aviez jamais envisagée. Il ne vous donnait pas de carte, il vous posait une question si profonde qu'elle vous forçait à inventer la cartographie. C'était une méthode exigeante, parfois frustrante, mais elle était conçue pour forger des penseurs indépendants, pas seulement de brillants techniciens. Il leur a inculqué une obsession pour les principes premiers et une norme implacable de rigueur intellectuelle. Les résultats de cette méthode étaient tout simplement stupéfiants. Son laboratoire est devenu un incubateur pour toute une génération de leaders de l'IA. C'était moins un groupe de recherche universitaire qu'une académie d'élite pour les futurs architectes de l'intelligence. La liste de ces anciens doctorants se lit comme un who's who de l'intelligence artificielle moderne. John Schulman, dont les algorithmes ont stabilisé l'apprentissage par renforcement profond, est devenu cofondateur d'OpenAI. Chelsea Finn, une pionnière du méta-apprentissage, est devenue une professeure renommée à Stanford. Peter Chen, Rocky Duan et Tianhao Zhang sont partis avec lui pour cofonder Covariant. La liste est longue. Une diaspora de talents brillants se propageant depuis Berkeley pour diriger des équipes de chez DeepMind, Google Brain et d'innombrables autres startups qui façonnent de l'avenir. L'impact collectif de ces étudiants est si vaste que beaucoup dans le domaine parlent maintenant de l'arbre d'Abel. C'est un arbre généalogique conceptuel d'influence avec Pieter Abel à sa racine. De cette racine, des branches principales ont poussé, représentant des étudiants comme Schulman et Finn. De leurs branches, de nouvelles branches ont germé, car ils ont à leur tour encadré leurs propres étudiants et fondé leurs propres entreprises. C'est un réseau vivant de talents qui forme aujourd'hui l'épine dorsale de la communauté mondiale de la recherche en IA. Dans un sens très concret, Abel n'a pas seulement construit un cerveau de robot, il a aidé à concevoir le réseau humain qui repousserait les limites de ce que tous les esprits artificiels pourraient accomplir. Son laboratoire ne produisait pas seulement des articles, il produisait les futurs leaders du domaine. Mais alors que les années 2010 laissaient place aux années 2020, Abel a senti que sa salle de classe à Berkeley n'était toujours pas assez grande, l'IA n'était plus une discipline académique de niche. Elle devenait la force centrale qui façonnait la société. Pourtant, les conversations sur son avenir se déroulaient à huis clos dans les laboratoires d'élite et les entreprises. Il a ressenti un devoir croissant de démocratiser la discussion, de traduire le monde complexe et rempli de jargon de l'IA en quelque chose d'accessible pour un public plus large. Ainsi, en 2021, le professeur et PDG a ajouté un troisième titre à son nom. Animateur de podcast, il a lancé The Robot Brains, une plateforme pour des conversations approfondies et de longue durée avec les pionniers, les bâtisseurs et les penseurs de l'ère de l'IA. Le podcast était un reflet de l'esprit même d'Abel, animé par une curiosité sans scénario et une concentration implacable sur les principes premiers. Il n'était pas intéressé par le battage médiatique ou les annonces de produits. Au lieu de cela, il guidait ses invités, des figures légendaires comme Yann LeCun, au fondateur de la prochaine grande start-up de l'IA, jusqu'à l'origine même de leurs idées. Il voulait comprendre leurs modèles mentaux, les philosophies qui guidaient leurs recherches et les hypothèses fondamentales qu'ils posaient sur la nature de l'intelligence. Ce faisant, il s'est transformé d'une figure purement académique en un intellectuel public, un traducteur de confiance entre le monde ésotérique de la recherche en IA et un monde qui tentait de comprendre les technologies puissantes qu'il déchaînait. Ces trois rôles,
L'entrepreneur créant une IA pratique, le professeur cultivant de nouveaux talents et l'éducateur public expliquant ses implications n'étaient pas des entreprises distinctes. Ils étaient tous des facettes d'une vision unique et unifiée qu'Abel avait poursuivie tout au long de sa carrière, de l'enseignement du vol aux hélicoptères à l'incitation des robots à plier des serviettes, jusqu'à la gestion de flottes de machines dans des entrepôts, chaque projet était un pas vers une étoile polaire immuable. La création d'un robot polyvalent alimenté par une IA unique et adaptable. Il croyait que l'avenir ne résidait pas dans la création de milliers de robots différents pour des milliers de tâches différentes. L'avenir, c'était un seul cerveau, un seul système d'apprentissage capable d'habiter n'importe quel corps et d'apprendre à faire presque n'importe quoi. Cette conviction fondamentale le place au cœur de la quête de l'intelligence artificielle générale, ou IAG. Mais son approche est celle d'un optimiste pragmatique, profondément ancré dans ce qui fonctionne aujourd'hui, tout en ayant une vision claire pour demain. La distinction entre l'état actuel de l'IA et cet objectif ultime est d'elle est profonde. Comme il pourrait l'expliquer, l'IA étroite d'aujourd'hui est un grand maître qui ne peut que jouer aux échecs. Elle est brillante dans un seul domaine. L'IA générale, l'objectif ultime, est une intelligence qui peut apprendre les règles des échecs, puis inventer un nouveau jeu, et ensuite écrire un poème sur cette expérience. C'est un système qui ne se contente pas d'exécuter des tâches, mais qui apprend, s'adapte et crée dans d'innombrables domaines. Pour Abel, le chemin vers cet avenir passe directement par les problèmes désordonnés et compliqués du monde réel. Construire covariant n'était pas un détour de sa grande vision, c'était la route la plus directe. Chaque objet qu'un robot ramasse dans un entrepôt, chaque exception dont il tire une leçon, est une autre minuscule donnée qui entraîne une intelligence mondiale. Il construit simultanément l'intelligence de demain tout en résolvant les problèmes d'aujourd'hui. Son travail est une boucle de rétroaction continue entre la théorie et la pratique, le laboratoire universitaire et l'atelier de l'usine, le tout au service de la conception d'esprit, tant humain qu'artificiel, capable de bâtir un monde plus intelligent. Il a bâti des entreprises et formé des esprits, repoussant la frontière de ce que les machines peuvent apprendre. Mais alors que ces créations deviennent toujours plus capables, le travail de Peter Abel nous force tous à affronter la question ultime. Quel genre d'avenir construisons-nous et quel est l'héritage d'un homme qui a appris aux robots à penser ? Aujourd'hui, Peter Abel se trouve à la confluence de deux des courants les plus puissants de la technologie, la robotique et la révolution de l'intelligence artificielle générative. Ses recherches, tant à Berkeley que chez Covariant, ne consistent plus seulement à enseigner une compétence spécifique à un robot par essai et erreur, elles ont évolué pour s'attaquer à un défi bien plus profond et intuitif. La communication, la nouvelle frontière est la création de robots instruits par le langage, des systèmes auxquels on peut simplement parler. Imaginez entrer dans un atelier et dire à un bras robotique, non pas en code, mais en langage courant, de trouver la clé d'un demi-pouce et de la placer à côté de la boîte à outils rouge. C'est la nouvelle direction, un monde où la programmation incroyablement complexe du passé est remplacée par la simplicité d'une conversation. Cette quête est alimentée par les mêmes avancées qui animent des modèles comme ChatGPT, exploitant l'incroyable capacité des grands modèles de langage, ou LLM, à comprendre le contexte, la nuance et l'intention du langage humain. L'objectif est de fusionner cette compréhension linguistique avec la perception visuelle et le contrôle moteur du robot, créant un lien transparent entre la pensée d'un humain et l'action d'une machine. Chez Covariant, ce n'est pas un exercice théorique. C'est la prochaine évolution du cerveau covariant, poussant ses performances au-delà de la simple reconnaissance et de la saisie d'objets pour comprendre des commandes complexes en plusieurs étapes, qui peuvent s'adapter aux exigences fluides et en constante évolution d'un entrepôt réel. L'impact du travail d'Abel a déjà rayonné bien au-delà du domaine des robots physiques
façonnant discrètement les fondations mêmes du paysage moderne de l'IA. Les algorithmes nés des années intenses et compétitives de son laboratoire de Berkeley, en particulier des méthodes comme l'optimisation de politique par région de confiance et l'optimisation de politique proximale, sont devenus plus que de simples outils pour rendre les robots stables. Ils étaient la réponse à un problème fondamental qui avait tourmenté tout le domaine de l'apprentissage par renforcement. La fiabilité avant ces innovations. Entraîner une IA par essai et erreur, c'était comme essayer de dompter un animal sauvage. Elle était puissante mais imprévisible, susceptible d'oublier tout ce qu'elle avait appris lors d'un effondrement soudain et catastrophique. Le laboratoire d'Habil a contribué à transformer ce processus sauvage en une discipline d'ingénierie robuste. Ils ont fourni le harnais de sécurité mathématique, le régulateur sur le moteur qui a permis aux chercheurs du monde entier d'entraîner des modèles complexes avec confiance. Par conséquent, lorsque le monde a été captivé par la victoire d'AlphaGo sur le meilleur joueur de Go au monde, ou lorsque des millions de personnes ont commencé à interagir avec le ChatGPT à la cohérence surprenante, peu ont réalisé que les principes sous-jacents de l'apprentissage par renforcement, qui ont rendu ces exploits possibles, ont été stabilisés et rendus pratiques par le travail fondamental accompli dans le cercle académique d'Abel. Il n'a pas seulement contribué à la robotique, il a fourni une infrastructure essentielle pour toute la révolution de l'apprentissage profond, permettant la transition d'expériences de laboratoire fragiles à des produits qui changent le monde. Pour l'avenir, la vision à long terme de Pieter Abel reste remarquablement cohérente avec l'acronyme ludique de son premier robot célèbre, Barrett, le robot de Berkeley pour l'élimination des tâches fastidieuses. Il imagine un avenir où des robots intelligents et polyvalents feront partie intégrante et utile de la vie quotidienne, libérant l'humanité non seulement du travail physique ennuyeux et répétitif dans les usines et les entrepôts, mais aussi des corvées mentales fastidieuses. Ce n'est pas un avenir de remplacement, mais d'augmentation, où les machines s'occupent des tâches monotones, permettant à la créativité, l'ingéniosité et l'empathie humaine de se concentrer sur des problèmes de plus haut niveau. En tant que l'un des principaux architectes de cet avenir imminent, il est parfaitement conscient des considérations éthiques et des angoisses entourant l'intelligence artificielle. Sa perspective, cependant, n'est pas celle d'un philosophe distant mais d'un ingénieur pragmatique. Le défi de la sécurité et de l'alignement de l'IA, selon lui, est un problème d'ingénierie rigoureux. Il s'agit de construire des systèmes robustes, prévisibles, et dont on peut vérifier qu'ils font ce que leurs créateurs attendent d'eux. Il s'agit moins de craintes abstraites d'une super-intelligence rebelle que du travail immédiat et pratique consistant à s'assurer qu'un bras robotique ne commette jamais d'erreur pouvant causer un préjudice, ou que les objectifs d'un système d'IA soient parfaitement alignés sur les objectifs nuancés et souvent implicites de ces opérateurs humains. En fin de compte, la contribution la plus profonde de Pieter Abel est peut-être son rôle de maître bâtisseur de ponts. Il a construit un pont solide entre le monde abstrait de la théorie universitaire et les exigences brutalement pratiques de l'industrie. Sa décision de rester professeur à Berkeley tout en dirigeant Covariant était un choix délibéré pour maintenir le flux d'idées dans les deux sens, garantissant que les problèmes du monde réel éclairent la recherche fondamentale et que les dernières avancées ne restent pas enfermées dans des articles académiques. Il a également jeté un pont entre les disciplines, fusionnant la précision déterministe de la théorie du contrôle classique avec la puissance probabiliste et adaptative de l'apprentissage automatique, créant ainsi un nouveau langage pour le contrôle intelligent. Mais peut-être que le pont le plus important qu'il construit est celui qui relie l'intuition humaine et l'intelligence machine. De l'enseignement du vol à un hélicoptère en observant un expert, à la capacité d'un robot de comprendre une commande vocale, toute sa carrière a été une quête pour que les machines apprennent davantage comme nous. Il a cherché à remplacer les lignes de code fragiles par le moteur flexible, résilient et généralisable de l'apprentissage lui-même. Son parcours a été
une remarquable odyssée de l'intelligence. Elle a commencé dans le ciel instable au-dessus d'un terrain de Stanford où il a appris à une machine à conquérir la gravité avec une grâce impossible. Elle est descendue dans les piles de linge frustrantes et chaotiques de Berkeley, où il a appris à un robot à trouver de l'ordre dans le banal. Et maintenant, elle s'étend à travers le globe dans les entrepôts animés et complexes du commerce moderne, où ces cerveaux d'IA apprennent collectivement de millions d'interactions du monde réel chaque jour. Le fil conducteur qui relie ces défis disparates est une idée unique, puissante et unificatrice. L'apprentissage c'est le moteur fondamental de toute intelligence, qu'elle soit codée dans des neurones biologiques ou des puces de silicium. Son histoire est un témoignage de la poursuite acharnée de cette idée. Pieter Abel n'a pas seulement appris aux robots à plier des serviettes, à piloter des hélicoptères ou à ramasser des colis. Il a consacré sa vie à leur apprendre à apprendre et ce faisant, il a contribué à ouvrir la voie à un avenir dont le potentiel est aussi vaste, aussi puissant et aussi imprévisible que l'apprentissage lui-même.